Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis vraiment de vous présenter et de nous connecter avec ma nouvelle invitée, Mathilda Moutoussamy. Bienvenue Mathilda. Si, bonjour, bonjour Nathalie, bonjour aux personnes qui écoutent. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation pour danser ensemble avec le chaos. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux, que je me dis, tiens, c'est intéressant son parcours, c'est intéressant ce qu'elle partage. En plus, tu es originaire de Guadeloupe, mais là, quand on se regarde, pour les personnes qui regardent sur YouTube, on pourrait dire qu'on est de la même famille, presque. Tu as des origines indiennes. Yes. Et voilà, je crois que c'était le bon moment pour qu'on fasse cette interview et qu'on creuse un peu plus, qu'on plonge un peu plus dans les sujets qui te parlent, qui nous parlent aussi ici dans ce podcast. Mais avant d'aller plus loin, j'aime bien ce petit rituel pour commencer, pour qu'on prenne juste quelques instants pour les personnes qui nous écoutent de lâcher un peu ce qu'elles étaient en train de faire. Quand je suis toute seule, je guide 1 minute de respiration ou de retour à soi. Et quand j'ai un ou une invitée, je propose à l'invité qu'elle nous guide à travers une pratique que peut-être tu fais, toi, pour te recentrer quand tu sens que le mental est en train de prendre le dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Alors, il y a plein de possibilités, mais je vais proposer la classique de prendre un temps pour fermer les yeux, pour se recentrer sur soi, ramener l'attention, la conscience au niveau des sensations corporelles, pour sentir le poids sur le corps, en fonction de si vous êtes debout, si vous êtes assis, si vous êtes debout, prenez conscience de la plante des pieds, du contact avec le sol, si vous êtes assis, le contact des fessiers sur votre assise. Voilà, de revenir à ça tranquillement, de ressentir le poids du corps, de se ressentir à combien c'est agréable, de laisser toutes les tensions circuler et peut-être disparaître, et laisser l'énergie circuler de manière la plus juste et la plus libre à l'intérieur de vous, que vous la conscientisez ou pas. Voilà, juste prendre un temps pour revenir à vous-même, vous ressentir, goûter la présence, d'être présent à soi-même, ce cadeau, à travers juste observer comment c'est à l'intérieur de mon corps, là maintenant tout de suite, sans jugement, en toute bienveillance, et se déposer, se poser,
Accueillir ce qui est, même quand c'est des pensées, quand il y a des tensions qui soient encore là. Goûter le monde, goûter la respiration, goûter les vibrations qui sont présentes en cet instant. Voilà, tout simplement. Et si vous avez envie, vous pouvez soit rouvrir les yeux, reprendre vos activités ou prendre un temps pour continuer à nous écouter, les yeux fermés en fonction du temps et les possibilités qui s'offrent à vous. Et on aurait pu continuer, hein, franchement. Oui, oui, je pouvais partir pour 30 minutes facile. Je me suis dit peut-être que tu m'as pas donné de cadre. Je me suis dit, bon, on va faire un truc court. On aurait pu continuer en effet plus longtemps, mais en même temps, je pense que c'est intéressant qu'on prenne le temps d'échanger parce que ton parcours, il est vraiment très inspirant et je pense qu'il inspirera beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que tu fais partie de, comme j'aime bien les appeler, des extraterrestres et je m'inclus dedans, hein. Mathilda, moi j'ai envie de dire, si on prenait ton CV, tu es une ancienne professeure d'histoire, tu m'as dit que pour que ça passe un peu partout, tu te définis comme énergéticienne, mais on a aussi évoqué juste avant le mot prêtresse. Moi, j'aimerais même peut-être ajouter le mot femme médecine, voyageuse des mondes. Comment est-ce que tu pourrais nous partager cette transition que tu as faite entre un métier, on va dire, très conventionnel. Donc, tu es née en Guadeloupe, c'est ça? Ouais. Tu as grandi en Guadeloupe et tu as décidé donc de devenir prof et de choisir un sujet quand même, une matière qui n'est pas anodine, l'histoire. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que bah, tu as décidé de changer de carrière, changer de vie et est-ce que ça a été facile? Et, euh, et comment tu perçois le monde aujourd'hui et tous ces changements qu'on est en train de traverser? Ça fait beaucoup de questions, mais t'inquiète pas, je Oui. relancerai. Ouais, je vais répondre à la dernière question. Je trouve que la période, elle est extrêmement intéressante. Mhm. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors effectivement, ça peut paraître chaotique, mais disons que moi j'aime bien et j'aime bien ton podcast et j'aime bien que tu parles de ça parce que j'aime le chaos en fait. Moi, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus insécure quand c'est pas le chaos et en fait que le chaos moi me rendait beaucoup plus sécure en fait. Un truc assez étrange. Donc j'aime bien ces notions-là. J'aime bien que ça soit en mouvement, parce que du coup, on est en train de questionner tout un tas de choses. Il y a plein de choses qui sont en cours de se repositionner à échelle humaine, mais à grande échelle mondiale aussi, à l'heure actuelle. Et c'est vraiment super fascinant, en fait. Je trouve ça vraiment... je reviens d'Inde, j'ai vu, il y a des quartiers entiers de gratte-ciel qui sont en train de se construire. Mhm. Ça bouge dans tous les sens, en fait. Et autant en spiritualité que sur de la high-tech, que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans d'autres mondes aussi. Il y a des tas de défis et je trouve ça super intéressant. Ouais, Mhm. je voulais commencer par là. Euh, alors, je me rappelle, il faut que je reprenne tes questions. Oui, comment je suis passée de prof à prêtresse? On va le faire comme Ouais. ça. Euh, Moi, j'ai vraiment la sensation que j'ai pas eu le choix. C'est vraiment j'ai pas l'impression que j'ai coché des cases et que je me suis dit je vais aller par là. Alors, le premier truc, c'est que moi, déjà, l'éducation nationale m'a mis à la porte. C'est un parcours assez particulier parce que la plupart des gens, c'est assez courant, mais il y a généralement 10 à 20%, ça dépend des années, et des quotas, parce qu'il y a des quotas qui sont donnés chez les profs qui se font licencier. Alors moi j'ai fait partie parce que j'étais grande gueule aussi, hein. J'ai fait partie de je pouvais pas rentrer dans la case dans laquelle ils voulaient me faire parce que moi je voyais la maltraitance du système en fait et c'était Mhm. pas possible pour moi de faire comme ils voulaient. J'avais l'impression d'être la seule à voir la maltraitance et le harcèlement qui était déjà présent, bien présent à l'époque et que voilà personne voulait en parler, fallait pas en parler, etc. Ça n'existait pas.
Et donc je me suis fait virer, et comme l'éducation nationale, c'est un super système, ils m'ont re-embauché après. Euh, et voilà, donc j'ai travaillé comme ça, comme prof. Et donc après, mais du coup, j'étais en contractuel, c'était pas un métier stable du coup pour moi. Euh, et c'est j'ai vraiment l'impression que la vie m'a emmené à passer son temps je vais le dire vraiment, à me foutre des coups de pied au cul pour que j'aille chercher dans cette direction-là. Moi, j'ai toujours vu des trucs, et par contre, j'en avais très peur. Du coup, comme j'ai pas grandi en Guadeloupe, mais j'ai quand même la culture guadeloupéenne où il y a plein d'histoires de zombies, de soucouyants. Enfin, il y a tout un folklore sur des esprits qui sont pas forcément bienveillants. Et majorité des pratiques spirituelles sont dites aussi, sont classées du côté du mauvais, voire Satan entre guillemets. Alors ça, Mm. c'est vraiment le poids de l'esclavage et du catholicisme, voilà, sur tous ces espaces-là. Et donc moi, j'ai grandi avec cet état d'esprit-là, que c'était un peu genre un vieux truc folklorique, et que c'était forcément pour jeter des sorts aux gens en fait. Il y avait un petit peu cet état d'esprit-là. Mm. Euh, donc et j'avais une réluctance, on va dire, à y aller, puis à en parler, et donc ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. J'y suis allée vraiment à reculons. Je suis quelqu'un de très têtu, et voire borné, faut se l'avouer à soi-même. Et la bascule, elle s'est faite. Je me suis retrouvée à La Réunion et j'étais en impasse thérapeutique. Et à La Réunion, c'était un petit peu le truc du désespoir. Les médecins, ils étaient là, ils me disaient, ben, on peut rien pour toi. Et puis, du coup, bah, dans ces cas-là, t'es prêt à tout. Et je suis allée voir plein de gens qui me paraissaient super bizarres, des guérisseurs, des soignants, etc. Et je suis allée les voir et ils m'ont dit, ben oui, mais c'est toi qui vas te guérir. Et oui, oui, mais non, c'est toi la guérisseuse. Et des gens qui voulaient me refourguer leurs clients, patients, je sais pas comment le dire. Et moi, j'étais là, bah non. Enfin voilà, ça a jamais, moi, été une volonté de me dire, je vais faire ça. Je vais me décider à faire ça. Après, j'ai fait une formation en sophrologie. Oui, là, par contre, ça me parlait, mais c'est beaucoup plus rationnel, on va dire, d'une certaine manière, beaucoup plus cadré que ce que je fais aujourd'hui. Ça me parlait en termes d'accompagnement, parce que ce qui me plaisait aussi dans le métier de prof, c'était le côté éducateur et le côté accompagnant, pas forcément que le côté transmission de savoir. Et, euh, et voilà, en fait, il m'arrivait juste, il m'arrivait des trucs de fou quand je suis allée voir ces guérisseurs à La Réunion. Je me suis mis, j'avais mon troisième œil plus ou moins ouvert, mais c'est comme s'ils me l'ont ouvert à 360 degrés, avec l'impossibilité de le fermer surtout. Mm. D'accord. Donc, il y a un médecin en particulier, c'était un médecin généraliste, mais qui travaillait en énergétique, et voilà, j'avais des problèmes de décrochage, ce qu'on appelle la pristère en énergétique. J'avais des problèmes où c'est un problème que j'ai aussi, que tous les hypersensibles ont, c'est-à-dire qu'on se déconnecte, voilà, quand on est trop sensible, qu'il y a des choses trop difficiles à vivre, on se déconnecte de la pristère, de cette connexion énergétique à la Terre. Et en fait, bah, quand tu rebranches, quand tu remets les racines, bah, tu as tous les autres chakras qui s'ouvrent et tu as le troisième œil qui s'ouvre. Donc je suis sortie une fois de chez le médecin et j'appelle ça le trip LSD, bien que j'ai jamais pris de LSD, mais ça a l'air d'être comme ça dans ce que les gens racontent du LSD. C'est-à-dire, je voyais des couleurs partout. Je voyais les couleurs partout, je vibrais. Et je vibrais aussi, j'avais la sensation de tout en même temps, mais là j'étais en capacité, bah, d'accueillir ces sensations-là qui d'habitude me faisaient peur, et du coup je fermais parce que je comprenais pas pourquoi je sentais tout ça. Euh, voilà, et du coup, je suis restée un mois dans cet état où je voyais tous les échanges énergétiques dans tous les sens. J'entendais la forêt chanter. Enfin, c'est un énorme trip, hein. J'ai l'impression que je pouvais voir la photosynthèse. En tout cas, je voyais des trucs qui ressemblaient à la photosynthèse, et, euh, et plein de choses. Et aussi, bah, je me suis mis à voir qu'il y avait, bah, des énergies qui se baladaient. Ça correspondait pas à quelque chose de matériel. Je me suis dit, oh, c'est quoi? C'est un esprit? Qu'est-ce qui se passe? Euh, voilà, en vrai, j'ai eu très très peur j'ai eu très peur quand c'est arrivé. Alors, fort heureusement, j'étais sur l'île de la Réunion et on peut parler très ouvertement de tout ça, et j'avais les ressources, les personnes ressources, on va dire. Donc, je suis allée me renseigner auprès de moines bouddhistes aussi, bah, de médecins, voilà, j'avais les bonnes personnes, prof de Qigong aussi, j'avais besoin d'aller chercher sur des personnes une forme de rationalité, parce que du coup, j'avais du mal à cette époque-là à me dire, ok, tout ça, ça existe vraiment. Donc ça a été, il y a eu, ça a été un peu,
Ouais, c'est un peu comme si la vie m'a poussé là-bas en fait. Et après ce mois-là où j'ai passé un mois à voir tout et à observer, et j'étais shootée, hein. Je me réveillais tous les matins en mode oh, mais c'est trop beau! Et Les t'avais gens pas qui pris de habitaient avec moi, champignons. voilà. Et j'ai des gens qui habitaient avec moi, ils en pouvaient plus à force. Ils disent mais Mm. c'est trop beau, attends 2 secondes. Et voilà. Et après, bah, voilà, c'était un gros questionnement. Je dis bah, je fais quoi avec ça en fait? Mm. Je suis allée voir des personnes ressources. Moi, j'étais flippée. Je suis allée voir des personnes ressources qui m'ont dit, bah, c'est ton troisième œil qui est ouvert. J'ai dit, ok. Et après, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais avec, quoi. Moi, mon ambition, c'était juste de me soigner. Et je suis toujours sur ce chemin de guérison-là. Euh, et puis voilà, comme je te dis, c'est venu à moi. Les gens, ils sont venus à moi et il y a des gens qui m'ont refilé leur patientèle comme ça. Enfin, j'ai croisé des guérisseurs qui me reconnaissaient comme guérisseuse et voilà, qui me transmettaient les choses. Et après coup, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais fui ça en fait, hein. Il y a des personnes, je sais pas, en 2004, j'étais dans l'Himalaya et il y avait un maître Reiki, je savais pas, qui me courait après, qui voulait absolument me parler. Et moi, j'ai pas compris à l'époque. Je croyais qu'il voulait me draguer, j'avais pas compris. Je Mm. comprenais pas le délire. En fait, j'étais à demi-lieu de tout ça, vraiment à l'époque. J'habitais en Je crois que Afrique, il y avait c'est des mémoires de bûcher qui se réveillaient et que du coup, il y a une partie de toi qui voulait pas revenir dans ces espaces-là de guérisseuse. non, parce que je suis pas concernée, comme j'ai conscience de mes vies antérieures, je suis pas Ouais. concernée par le temps des sorcières en Europe, du coup. Mais c'est plus à l'époque des prêtresses. Moi, c'est plus si j'ai des Mm. mémoires. C'est bien avant. Ouais, c'est bien avant. Mm. Il s'est passé des trucs pas cool aussi. Et voilà. Et je crois qu'il y a une problématique aussi chez moi de fuir un peu la notion de responsabilité, parce que pour moi, c'est une responsabilité de l'accompagnement. Je trouve que c'est une responsabilité, voilà, qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution quand on travaille en énergétique, parce qu'on peut très rapidement prendre le pouvoir sur les gens en fait, hein. C'est très facile de dire à quelqu'un ah ben t'as une entité, il va te falloir 10 séances, donc il faut que tu reviennes pendant 10 séances. En fait, en énergétique, comme les gens ils se voient pas ou ils savent pas forcément, ils ont tendance à te faire confiance complètement ou vraiment à donner du poids à toute parole que tu peux donner. Et Mm. voilà, c'est pour moi c'est important de faire attention du coup à ce qu'on transmet, voilà comment on accueille les gens, etc. Donc voilà, voilà, il s'est passé plein de choses comme ça m'a couru après pendant toute ma vie et voilà, c'est à la Réunion où j'ai accepté un peu par la force des choses parce que j'étais trop malade, j'étais obligée d'y aller et aussi parce que du coup j'étais bien entourée de personnes et de psy et de médecins et de gens voilà qui me paraissaient pas fous et qui me Mm. parlaient de tout ça aussi d'une certaine manière. Et j'avais besoin de d'être rassurée entre guillemets, sinon je crois que enfin voilà, j'aurais pas forcément cru. Et après voilà, c'est les expériences que j'ai fait qui font que bah là, voilà, je doute plus au bout d'un moment quoi. Ouais. Ouais, t'as eu les bons alliés et c'est drôle que finalement, ce coming out, il a eu lieu à La Réunion, une autre île. C'est pas ton île d'origine. Mais ça me parle en miroir. Moi, c'est pas en Inde que j'ai eu vraiment cette connexion à l'invisible et à toutes les dimensions. C'est en arrivant en Guadeloupe, dans une autre île qui, à la base, n'est pas la mienne. Et c'est peut-être comme si notre lieu d'origine, il y a quelque chose qui nous empêchait de nous ouvrir pleinement. Je sais pas comment tu lis ça, mais c'est comme si on avait besoin de reconnecter à une partie de nous, mais à partir d'un autre endroit qui a aussi cette énergie de vortex, quelque part. Parce que je pense que la Réunion, c'est comme la Guadeloupe, euh, comme l'Inde, ce sont des pays qui ont des sacrées mémoires. Je m'étais jamais pas posé la question sous cette forme-là et je peux parler, je sais que moi, La Réunion, c'est pareil. Je suis arrivée avec un boulot à La Réunion, c'était totalement improbable que je sois recrutée pour ce boulot-là, et c'était un boulot totalement improbable également. Et je cherchais du boulot à Paris, et je me suis retrouvée à Saint-Pierre de La Réunion. Et, et pour moi, très clairement, c'est la reconnexion avec les mémoires lémuriennes. C'est assez connu, La Réunion est vraiment, c'est le hotspot. Il y a plein de gens qui vont à La Réunion pour réactiver leurs mémoires et leurs énergies. Parfois, c'est conscientisé, parfois, ça l'est pas. Mais Mm. voilà, et moi, j'ai une affection particulière pour les îles volcaniques Ouais. également, parce qu'il y a une énergie très particulière sur ces îles-là, comme en Guadeloupe. Et oui, peut-être que s'affranchir à la fois du regard familial, à la fois des racines
du poids des racines, peut-être, c'est peut-être plus facile quelque part d'aller chercher ces ouvertures ailleurs. Et ouais, j'ai l'impression aussi, parce que comme j'ai beaucoup voyagé, je sais qu'il y a des endroits qui m'appellent parce que je dois reconnecter à certaines de mes mémoires personnelles, du coup. Ça m'est arrivé en Angleterre, quelque part en Angleterre aussi. Mhm. Et ouais, je sais pas trop comment répondre à ta question en vrai. Parce que j'ai, je crois pas qu'il y a de réponse toute faite, du coup. Et tu sais, je pense que mes questions sont juste des prétextes pour qu'on puisse s'entendre. Et tu vois, tu m'amènes du coup à un autre endroit qui est que j'observe aussi dans ton cheminement. Tu disais, il y a des lieux comme ça qui te permettent de reconnecter à des espaces qui sont prêts à guérir en toi. Mais du coup, tu crées aussi quelque part, tu vas guérir des lieux aussi. Je me rappelle, je t'avais suivi à l'époque où tu étais allé en Égypte, aux pyramides. Donc, tu C'est vrai contribues aussi à réaligner les vibrations dans les lieux. Ouais, je sais pas. C'est- parce que j'ai un parcours de vie où la notion de consentement, parce que j'ai vécu des abus, elle est très très importante. Donc je fais aussi extrêmement attention à ça dans les lieux également. Mhm. Euh, il y a des endroits, il y a des lieux qui sont connus énergétiquement. J'aime pas y aller du tout parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui font des trucs. Et comme moi, je capte bah, toutes les mémoires de ce qui a été fait, je me retrouve dans un espèce de chaudron qui bouillonne et c'est pas pratique. Ouais. C'est vrai que j'aime bien l'idée de rentrer en résonance avec un lieu. En fait, c'est pareil comme quand bah, ce métier il est venu à moi, ça s'est posé. Et en fait, quand les lieux ils m'appellent, bon, j'y vais, je vois ce qui se vient. Il y a des énergies qui s'activent par elles-mêmes. C'est-à-dire, que je mets pas forcément d'intention personnelle, en fait. Euh, c'est vrai que ça a été très puissant quand je suis descendue à Philae. Donc voilà, j'ai mes mémoires de prêtresse en Égypte, mais c'était ma première fois dans cette vie. Pour retourner à Philae, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein d'esprits de prêtresses qui sont venus avec moi en fait. J'étais avec une collègue, on les a récupérés au Caire. En fait, il y a un portail qui s'est ouvert. Il y a plein d'esprits qui se sont présentés. Et on est revenus en masse. Et ils étaient très nombreux. Enfin, ces esprits étaient très nombreux à Philae. Il y avait quelque chose du fait de, j'ai mis aucune intention. Ça s'est juste passé. Donc il a Mhm. fallu accueillir. Du coup, j'ai apporté la vibration de qu'est-ce que ça fait quand un temple il est habité par des prêtresses, et quand il y a plein de prêtresses dans un temple, qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, c'est une résonance qui se fait toute seule, et ça réactive d'une certaine manière le temple, ça réactive certaines mémoires du temple, etc. Parce que même s'il y a beaucoup de prêtresses actuelles, prêtresses modernes, on va dire, du monde entier, qui vont à Philae, c'est un peu une source pour toutes les femmes qui ressentent cette vibration de prêtresse sur Terre. Mais il n'y a pas eu encore de pèlerinage massif à Philae et je suis ça viendra. Moi je l'ai fait dans l'invisible du coup. Donc Ouais. effectivement c'est comme si j'ai mis une petite information. Le temple il a fait wow, il a vibré et les prêtresses bah, sont reparties de voilà de l'autre côté. Ouais tout simplement. Donc c'est vrai que ça résonne dans ma manière de fonctionner. C'est pas rationnel en fait et c'est très chaotique en vrai. Parce que en fait, la veille de descendre à Philae, l'avion a été annulé, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu plein de problèmes. Moi, je me suis retrouvée avec la poitrine. J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'étouffait en fait. Mhm. Heureusement, j'étais pas toute seule, sinon j'aurais pas pu le faire. J'avais voilà du monde avec moi en présentiel et voilà au téléphone. Maintenant, on a les moyens de communication et c'est à chaque fois ça demande de se réadapter. Moi, je sais pas. Le lendemain, on a décidé de descendre à Philae 3 jours avant. Il y a eu tous ces blocages. Heureusement, voilà, il y avait des alliés, des gens qui nous ont aidés. On a réussi à y aller. On est passé par le train, etc. Et c'est ça, j'ai- moi, tout ce que je fais, c'est généralement, c'est à la dernière minute, c'est hop, ça vient, l'énergie, elle se pose, et ça demande de s'adapter en permanence. Et je vois que je sais pas comment moi, mes collègues ils font pour organiser des stages 2 ans à l'avance ou des trucs comme ça, parce que moi, je peux pas. Je suis en train de danser avec le chaos, je suis occupée, j'arrive pas à projeter du tout. Euh, ouais, et ça, c'est intéressant parce que il y a, la vie m'a préparé à ça parce que quand on travaille avec des adolescents en tant que prof, c'est Mhm. pareil, hein, parce que Ouais. tu sais jamais comment ça va se passer parce que
bah, si Kevin a demandé à Nina de sortir avec elle, qui s'est pris un râteau, bah, il se passe plein de trucs dans la classe, etc. Ou alors s'il y a de la pluie, ou il y a de la grêle, ou il y a de la neige, c'est pareil, ils sont électriques, c'est pas possible de bosser de manière classique. On est obligé de s'adapter en permanence avec des adolescents. Et j'ai aussi bossé sur un bateau aussi dans les 40e rugissants. Et alors là, plus qu'autre chose, la vie m'a appris. Donc j'avais un programme pour des touristes. Donc j'étais chargée des touristes et ben, tu sais jamais si tu vas pouvoir déjà naviguer, si le bateau il va pouvoir avancer, Mhm. tu sais jamais si tu vas pouvoir descendre du bateau ou pas, parce qu'il y a une météo, mais bon, tu Ouais. sais jamais, elle est pas précise du tout, donc tu sais jamais trop à l'avance. Et ça m'a vachement appris à fonctionner, c'est-à-dire j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai Mhm. un plan D, et surtout de dire aux gens, ben on sait pas, c'est pas nous qui décidons, là c'est la nature, et c'est marrant de voir que ben, les métiers que j'ai faits m'ont préparé un petit peu à travailler en énergétique de cette manière-là, de dire, ok, on s'adapte. Comment on va faire, voilà, comment on va jouer avec ça et comment j'accueille et comment je fais confiance aussi, parce que je vais parfois sur des destinations, je sais pas exactement, ou alors je sais que j'ai un prétexte, que j'ai un petit, comment dire, un petit hameçon qui m'a été mis pour que j'aille dans cette destination, mais que je comprends forcément, voilà, qu'est-ce qui se joue réellement qu'une fois sur place. Et parfois même, je j'ai pas forcément tout compris, tous les tenants aboutissants, Mhm. Ouais. qui se passent non plus aussi, quoi. Mm. Ouais, ça demande une sacrée présence et un sacré ancrage, en fait, ta danse avec le chaos. Et dans l'ancrage, c'est aussi Lâcher prise. savoir rebondir. Ouais. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est quand je voyage, comment et qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand on prend l'avion? Et qu'est-ce qui se passe dans les corps énergétiques? Donc c'est vrai que je fais très attention quand une fois que j'ai pris l'avion pour pour retravailler énergétiquement, pour bien prendre pied, etc. Euh, et puis tous les événements de la vie aussi, hein, qui Mhm. nous font bouger en permanence, ouais. Mm, mm. Ouais, bah écoute, franchement, moi je pourrais passer vraiment plus d'une heure avec toi parce que je suis sûre que aussi les personnes qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui sont hypersensibles, qui sont sensibles aux énergies, mais qui savent pas quoi en faire. Et donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est t'as une chaîne YouTube et moi j'ai vu récemment ta vidéo sur les mémoires cellulaires et les ancêtres des Antilles, donc je vous invite vraiment, si c'est un sujet qui vous parle, à creuser plus en profondeur. Mais sinon, on va aussi voir. Donc, tu es sensible aux énergies des ancêtres. Moi, c'est une des choses aussi qui a fait que je me suis dit, ah, il faut absolument que je l'interviewe. Et j'ai envie d'aller plus loin. Donc, après l'interview, on va même se poser ensemble pour voir si tu peux me faire un soin. Mais aujourd'hui, donc, comment tu travailles? Si des personnes ont envie d'aller explorer leurs énergies, d'ouvrir ce chemin de guérison global et holistique comme tu le proposes. Et moi, je pense que c'est vraiment l'avenir. On peut plus juste traiter le corps par des symptômes et par des organes malades et qu'on est beaucoup plus que ça, comme tu le dis. À chaque fois que tu témoignes je me laisse guider par les énergies et j'y vais. Et le mental, il sait pas, il contrôle plus. Mais c'est peut-être ça aussi, l'invitation de la vie. Donc, des personnes qui sont appelées, comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec toi? Alors, de manière classique, je propose des soins individuels et je travaille à distance du coup, comme je suis nomade à l'heure actuelle. Je propose un de mes outils de prédilection, on va dire, c'est de travailler avec l'énergie de la déesse Isis. À la fois pour tout l'aspect féminin sacré, mais aussi parce que Isis, ça représente la déesse de la magie. Aussi, voilà, tout simplement parce que j'ai des affinités avec, parce que j'ai déjà travaillé dans les vies antérieures, on va dire. Donc c'est aussi une voie de prêtrise. Et c'est surtout comme une énergie d'éveil très puissante, qui travaille pas forcément la Kundalini, mais qui travaille le travail de réancrage, pas forcément à la terre, mais réancrage dans le bassin et le réancrage dans la corporalité. C'est-à-dire, je travaille avec des énergies qui vont plutôt être dans la descension que dans ce qu'on. Il y a des mouvements d'ascension, et c'est Hmm. plutôt on va redescendre, habiter pleinement le bassin, on va rallumer le feu en fait. Voilà, donc ça, et donc une fois que tu réallumes le feu, il y a des process de guérison qui se font tout seuls. Tu apprends à te refaire confiance aussi, à reconnecter bah, à ta propre magie et ta propre intuition, etc. Voilà. Après, je travaille avec d'autres dieux égyptiens, mais je fais moins souvent des initiations sur Anubis, Horus, etc. Quand je fais des voyages, je crée des vlogs énergétiques, c'est-à-dire que quand je vais sur ces lieux et que bah, il se passe bah, les alignements qui se passent, je sais pas forcément à l'avance comment ça va se passer, c'est-à-dire je fais des vidéos, à la fois des vidéos des lieux et quand ils s'activent, et à la fois des vidéos où je me filme moi en faisant des transmissions. Voilà, et du coup, je fais des sortes de vlogs énergétiques qui s'appellent les voyages stellaires.
De temps en temps, j'organise des festivals ou des salons, mais ça, c'est voilà, quand ça se pose. Là, j'emmène à l'Ascension en 2023 à la Sainte-Baume, du coup. On va pas forcément sur les. C'est que la Sainte-Baume est connue pour Marie-Madeleine, mais moi, j'ai envie d'emmener beaucoup plus loin parce que je sais que Marie-Madeleine, si elle est bien passée là-bas, c'est parce que c'était déjà un lieu sacré. C'était un Ouais. lieu de culte très, très ancien. Voilà, l'idée, ça va être de visiter ça. J'organise un rassemblement des prêtresses aussi tous les 15 août, du coup en France depuis plusieurs années. Euh, on va peut-être être obligé de changer le lieu parce qu'il y a de plus en plus de De monde. monde sur le lieu, donc je ne sais pas si on va pouvoir. Parce que on faisait en bord de mer, sur un lieu où il y a un gros vortex énergétique sur le littoral, et peut-être qu'on va devoir bouger du coup pour pouvoir être tranquille. Voilà, et pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus d'actualité que ça. Voilà, j'ai des programmes en ligne, j'ai les initiations. De toute façon, on va mettre Euh, tous les liens sous la vidéo et l'audio pour les personnes qui veulent s'initier et se reconnecter aussi à leur alignement et leur énergie avec tous les vortex que tu proposes. le travail avec les ancêtres, là, je le travaille avec deux autres collègues, du coup. Mhm. On a un ensemble où on chante au tambour, etc. Et voilà. Donc on a une date le 22 février au sud de Paris, du côté de Fontainebleau. Mhm. On va voir si on peut voilà, réitérer ça, parce que c'est vrai qu'on ressent tous les trois l'appel qu'il y a quelque chose à faire pour les ancêtres, ça demande. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours des grisons, je suis tout de suite, parce que j'ai des problématiques qui sont des problématiques de lignée que toutes les femmes ont eu Oui. avant moi. Donc forcément, je suis tout de suite allée sur la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de retourner un peu ce que tu fais avec ton spectacle, au lieu de penser à aller chercher les problèmes en psychogénéalogie ou en transgénéalogie, on va juste faire la fête ensemble, on va juste tous crier Mhm. ensemble et se secouer ensemble. Et, 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 et c'est des traditions de Guadeloupe, hein, sur les veillées. Moi, j'habite à La Ouais. Réunion, j'ai pu assister au Maloya aussi, on fait la fête, on boit, on mange ensemble, etc. Et bah, il y a des transmutations et des transformations qui se font tout naturellement, en fait. Donc c'est au lieu d'aller chercher les problèmes des ancêtres, on va les honorer tous ensemble et il va se passer ce qui va se passer, en fait. Donc On va se reconnecter à leur sagesse euh, quand on reste bloqué avec les traumas et les problèmes qu'ils ont vécus, bah, on n'a pas accès en fait à cette sagesse. Mm. Et quand est-ce que tu viens proposer un soin en Guadeloupe collectif? alors comme je te disais, j'ai pas mon passeport, donc je peux pas faire de plan. Et c'est une bonne leçon de l'Inde, parce que je l'ai perdu en Inde. Il a disparu de manière bizarre et improbable. Mais bon, je trouvais... C'était très aligné avec ce que je vivais sur le moment. Donc, je ne sais pas. Je sais rarement à l'avance. Il y a des fois, c'est bim, tu pars le mois prochain. Mm. Ça se passe comme ça. Chez moi, c'est bim, tu pars le mois prochain. Et il y a des fois, limite, je suis allée en 2018 en Guadeloupe. J'ai pas beaucoup vécu, moi, en Guadeloupe, au final. Euh, En 2018, je suis allée, il y a quelqu'un qui m'a payé le billet d'avion, en fait. Enfin, bref, et je suis partie 2 semaines après. Enfin, ça se pose généralement de manière abrupte. Je sais que bah, les mémoires de la Guadeloupe, elles appellent, et j'en ai déjà parlé avec d'autres collègues aussi, qu'il y a du travail transgénérationnel bah, hyper important, mais qui se fait aussi à travers le carnaval, qui se fait Mm. à travers des pratiques pas forcément dites thérapeutiques, mais qui le sont, en fait, au Ouais. final. Et, mais voilà, peut-être il y a du boulot, en tout cas, d'un point de vue thérapeutique aussi. Mais il y a plein de très bons guérisseurs et très bons thérapeutes aussi sur l'île qui font du très très beau boulot, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un karma. En Guadeloupe, il y a un karma collectif qui est très dur. Il y a une histoire. C'est une des îles où l'esclavage a été le plus dur avec Haïti. Et, euh, et du coup, je trouve qu'il y a une universalité dans ce qu'on est en Mm. train de transmuter sur la Guadeloupe. Moi, je sais que quand je vais en Inde pour ramener mes ancêtres indiens au bord du Gange, c'est pas que mes ancêtres qui sont concernés, c'est tout l'engagisme, Mm. plein d'autres. Ça a des effets ricochets, en fait. Et je l'ai vu aussi quand j'ai vu à La Réunion ce qui se passe dans le Maloya, ce qui se passe à travers tous les thérapeutes qui bossent et dans beaucoup d'artistes aussi le font de manière consciente. Voilà, il y a des transmutations très très fortes qui se font bah, à travers une histoire qui est locale, mais qui Ouais. rencontre des histoires qui sont aussi très contemporaines, parce qu'il y a encore Mm. Bah beaucoup de oui. gens déplacés à l'heure actuelle. Si l'esclavage n'existe plus en tant que tel, les dominations économiques, elles sont quand même très réelles aussi à l'échelle mondiale. Et voilà, donc
Je fais ma petite part de colibri à mon échelle. On fait notre petite part. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathilda. Bah ouais, moi, je vous invite vraiment à te suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, peut-être que vous saurez du jour au lendemain si tu débarques en Guadeloupe, si tu... Merci. Merci infiniment pour ce temps partagé ensemble et n'hésitez pas à commenter, à nous partager un peu comment vous avez ressenti les informations, les énergies qu'on est allé évoquer aujourd'hui. Et voilà, pour aller plus loin, je vais mettre tous les liens de Mathilda sous la vidéo, sous l'audio. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines qui viennent? Euh, c'est une bonne question. Non, je suis bien. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est une bonne question. Euh, pff, des surprises, allez, je suis Allez, des joueuse. surprises, du chaos à danser. Voilà, une nouvelle musique sur laquelle danser. Yes, Merci beaucoup à toi, Nathalie. Merci, merci de cet échange. Merci de ce que tu fais aussi. Merci. avec grand plaisir. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.